Professeur Ali Daoudi, bonjour. Bonjour. On a connu par le passé, un passé récent, des crises alimentaires aggravées par des phénomènes climatiques et sanitaires. Il y a eu bien sûr la crise de 2005, on s'en souvient encore, celle de 2008 et celle de 2011, et la crise bien sûr occasionnée par la pandémie du Covid-19 et la guerre actuellement en Ukraine. Certains spécialistes disent aujourd'hui qu'augmenter les rendements semble à lui seul ne pas pouvoir régler bien sûr cette question. Il faudrait d'autres alternatives. Quelles seraient les autres alternatives éventuellement, si on se réfère au contexte géopolitique actuel, professeur Ali Daoudi? Écoutez, effectivement, la question de la sécurité alimentaire ne peut pas se résumer à la simple question d'augmentation des rendements, même si cette question d'augmentation des rendements est un levier important de la sécurité alimentaire. Parce que on se rend compte aujourd'hui que produire est susceptible d'être perturbé par un ensemble de paramètres. Et si on augmente les rendements et on les maîtrise pendant une année, et qu'une autre année, la production est menacée par des phénomènes comme une sécheresse ou des calamités naturelles, si on n'avait pas des stocks, par exemple, on ne peut pas résister les années d'après. Donc, ce qui fait que la question de la sécurité alimentaire devrait être prise en charge par un ensemble d'éléments, d'une stratégie complète qui intègre à la fois la maîtrise de la production agricole, mais aussi tout ce qui est amont et aval, mais tout ce qui est aussi partenariat international. C'est une question beaucoup plus globale que la question de l'augmentation de la production à travers les rendements. Donc oui, ça ne suffit pas, mais ça reste un levier important de la sécurité alimentaire. Il ne faut pas non plus le négliger. Alors ça reste un levier essentiel pour la sécurité alimentaire, mais la stabilité ou la régularité des approvisionnements, est-ce qu'elle permet de prévenir les crises alimentaires également? Qui doit produire et où doit-on produire également, professeur Ali Daoudi? Alors les crises sont multiples et pour pouvoir se préparer aux crises, il faut d'abord les anticiper. Il faut analyser l'ensemble les origines des crises. Alors aujourd'hui, si on regarde bien, les crises peuvent être d'abord d'origine climatique. Ensuite, les crises peuvent être économiques, c'est-à-dire parfois c'est des productions en excédent et donc ça perturbe après le fonctionnement de tout le secteur agricole s'il n'y a pas des mécanismes de régulation qui permettent de mettre de l'ordre dans les systèmes de production. Donc les crises peuvent être multiples. Et si on n'a pas une analyse complète des différentes sources de perturbation du système alimentaire, on risque justement de subir des perturbations non attendues. Et c'est ce qui permettra de déstabiliser les systèmes alimentaires. Donc, pour résumer, la sécurité alimentaire, c'est produire, c'est de se donner les moyens de stocker, se donner les moyens de stabiliser la production dans le temps, se donner les moyens de réguler la production et les marchés. Et donc, c'est un ensemble de leviers qu'il faut maîtriser, et maîtriser dans le temps long. L'humanité est marquée par les famines. Et on a ces dernières décennies, on a l'impression que les disponibilités alimentaires, c'est naturel, que c'est comme ça que les choses sont et ça découle d'elles-mêmes. Ça ne découle pas d'elles-mêmes, c'est l'effort collectif de tout un système d'acteurs qui contribuent à l'approvisionnement des marchés. S'il y a un grain de sable dans le système, il y a des perturbations. Il faut qu'il y ait des gens qui veillent justement, et c'est le rôle de l'État, qui veille à ce que le système fonctionne correctement et anticipe les crises multiples. Et les dernières années, on se rend compte qu'il y a des crises qui autrefois n'étaient pas considérées. La pandémie Covid-19, par exemple, et les perturbations qu'elle a provoquées, notamment en termes de chaînes logistiques à l'international, etc., n'étaient pas intégrés dans les équations des stratèges concernant justement la sécurisation des approvisionnements. Vous voyez que nous évoluons dans un monde de plus en plus complexe. Cette complexité est source aussi d'incertitude, et cette incertitude nous appelle à être vigilants et donc à mettre en place une politique beaucoup plus flexible pour rendre le système alimentaire résilient à l'ensemble des crises. Alors quand vous parlez d'incertitude actuellement, avec le contexte géopolitique, qui va produire et où allons-nous produire? Est-ce que c'est l'Occident qui sera à l'avenir le détenteur des approvisionnements, professeur Ali Daoudi? Alors regardez, quand on analyse un peu l'évolution du marché mondial et les approvisionnements du marché mondial, on voit que à la moitié du XXe siècle, c'était les États-Unis qui étaient le principal fournisseur du marché mondial avec les produits agricoles. La place des États-Unis a régressé à partir des années 80. Il y a eu l'émergence de nouvelles puissances agricoles
parmi lesquels il y a l'Union européenne qui a émergé comme puissance agricole. Aujourd'hui, il représente quelque chose comme 13% des exportations alimentaires mondiales. Les États-Unis n'occupent qu'une place un peu moins importante. Ils sont aujourd'hui à 9%, à 8,5% des exportations alimentaires, agricoles et alimentaires mondiales. Il y a de nouveaux acteurs qui ont émergé les 30 dernières années. C'est le cas du Brésil, c'est la Chine aussi qui est devenue un acteur important du marché mondial. Ils représentent 4,5% des exportations agricoles, presque au même titre que le Brésil, l'Australie, les pays de l'Amérique latine sont aujourd'hui des pays grands acteurs du marché mondial. Des pays qui autrefois étaient importateurs nets, comme la Russie, sont devenus des acteurs importants du marché mondial. L'Inde aussi est devenue un acteur important du marché mondial. Donc vous voyez que la carte des acteurs sur le marché mondial est en train d'évoluer. Et il y a aujourd'hui des paramètres qu'il faut observer avec beaucoup d'attention. Parmi ces paramètres sur le marché mondial qui risquent d'avoir des conséquences importantes sur l'offre mondiale, c'est essentiellement les politiques agricoles, les nouvelles politiques agricoles qui sont adoptées dans l'Union européenne dans le cadre de ce qu'ils appellent dans l'Union européenne la politique du Green Deal. Le Green Deal, c'est le pacte vert, est une politique d'ensemble qui est adoptée par l'Union européenne pour s'inscrire dans leur politique climatique de lutte contre le réchauffement climatique, et ils veulent avoir une agriculture qui soit beaucoup plus verte, et ils s'engagent à moyen et long terme à réduire leur consommation de pesticides, leur consommation d'engrais chimiques, et dans le but justement de se conformer avec leur engagement climatique. Il y a une étude récente américaine qui montre que cette politique européenne, je rappelle que l'Union européenne représente le principal acteur sur le marché mondial des produits alimentaires. Je disais tout à l'heure, elle pèse quelque chose comme 12 à 13% des exportations mondiales. Donc je disais que l'étude américaine a souligné que la nouvelle politique agricole européenne risque d'avoir des conséquences sur les disponibilités mondiales. Si l'Union européenne applique sa politique, ça va avoir un impact sur les rendements au niveau de l'Union européenne, sur la production au niveau de l'Union européenne, et donc ça va avoir un impact sur les prix sur le marché mondial. C'est un élément qu'il faut regarder de près, que les prochaines années, c'est la politique de l'Union européenne en termes de réduction de l'utilisation des produits chimiques est adoptée, et que la nouvelle politique d'intensification verte ne donne pas les résultats escomptés, ben on risque de se retrouver avec peut-être une baisse des approvisionnements des marchés mondiaux et comme conséquence l'augmentation des prix sur le marché mondial. C'est un élément qu'il faut donc intégrer, sans parler bien entendu de risque climatique qui devient un risque, qui est aujourd'hui un risque covariant qui peut toucher toutes ces zones de grande production agricole dans le monde en même temps, et donc ils peuvent avoir des perturbations considérable sur l'offre mondiale des produits agricoles. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, avec le contexte géopolitique que nous vivons, monsieur professeur Ali Daoudi, puisqu'on a vécu celle de 2005, 2008, 2011, celle générée bien sûr par le Covid-19, la guerre en Ukraine, avec bien sûr la baisse de la production des produits stratégiques, avec bien sûr les fertilisants et l'aliment de bétail, est-ce que les produits alimentaires sont devenus des moyens de pression? Les détenteurs des approvisionnements en production stratégique vont devenir les maîtres du monde. Professeur Ali Daoudi. Absolument. Écoutez, les choses sont en train de s'inverser. Ça ne sera plus le pétrole, ça ne sera plus le nucléaire, ça sera les produits alimentaires. Ce n'est pas nouveau. L'arme alimentaire a toujours été utilisée par les puissances mondiales. Les États-Unis étaient l'un des les plus grandes puissances agricoles durant le XXe siècle. Et quand on étudie bien, cette arme alimentaire a été utilisée aussi par les plus grands, et depuis toujours, je dirais. Et donc oui, la puissance agricole est un attribut de puissance à l'international des nations. Toutes les puissances mondiales l'ont compris, et c'est pour ça qu'ils investissent énormément dans leur secteur agricole. L'Union européenne, plutôt l'Europe, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont compris qu'ils étaient trop vulnérables sur le plan agricole et qu'ils dépendaient des États-Unis. Le premier acte, ou la première politique de l'Union européenne, ça a été la politique agricole. Ils ont conçu un instrument qui était la politique agricole commune pour renforcer leur indépendance alimentaire. Au bout de 20 ans, ils sont devenus puissance agricole mondiale. On devrait s'inspirer de ce modèle. Il n'y a pas de puissance sans puissance alimentaire. C'est un attribut de puissance globale, et c'est un attribut d'abord de sécurité interne, et c'est un attribut de puissance globale. Donc oui, je rejoins parfaitement ce que vous êtes votre analyse, que la puissance agricole
est un élément de la puissance globale d'un pays et qu'aujourd'hui, peut-être qu'on dit puissance, mais il faudrait qu'on définisse c'est quoi puissance. La puissance est définie, c'est le rapport d'un État aux autres États. Il est détenteur. La puissance, c'est la capacité à faire faire, à refuser de faire ou à empêcher de faire. Si on veut être souverain à l'international et avoir des positions souveraines, il faudrait qu'on se donne les moyens de pouvoir résister à certaines pressions, de pouvoir, avec un soft power agricole, faire des choses que nous souhaitons aller faire évoluer dans un sens cohérent avec notre politique nationale. Je voudrais rebondir sur ce que vous dites à l'instant. Vous parlez de l'eau et des aliments qui sont devenus des instruments de guerre. Vous parlez de soft power agricole. Qu'est-ce que vous entendez par soft power agricole? Rapidement sur la question, professeur Ali Daoudi. Alors le soft power agricole, c'est un peu la capacité de séduction d'un pays. Lorsqu'un pays est un exportateur alimentaire, là, on voit bien que la Russie est en train d'utiliser aujourd'hui les céréales en faveur des pays africains pour consolider sa relation avec le continent africain. Quand il y a eu la crise récente sur les produits agricoles, les représentants des pays africains sont partis en Russie pour discuter avec la Russie leur approvisionnement et la sécurisation de leur approvisionnement en blé. La Russie détient donc un soft power alimentaire grâce à sa puissance céréalière. Et donc, vous voyez comment la capacité à produire et à approvisionner les autres devient un pouvoir qui est loin des armes, mais qui est presque aussi redoutable que les armes, parce que sans l'alimentation, pour mourir. Et donc le poids de l'alimentation dans la survie fait de l'alimentation une arme comme une autre. Et donc c'est un élément de puissance des nations. Alors, le continent le plus vulnérable, c'est l'Afrique. Les Africains doivent se réapproprier leurs terres agricoles, professeur Ali Daoudi. Puisqu'on a vu certains États venir en Afrique pour acheter des terres fertiles au profit de leur population. Tout à fait. Rappelons d'abord que l'Afrique, les 10 dernières années, enfin les dernières décennies, a progressé quand même à des vitesses différentes. Il y a des pays qui progressent d'une manière considérable et qui sécurisent leur économie, mais aussi leur secteur agricole. D'autres étaient quand même et sont encore en situation de difficulté qui s'aggravent. Ce qui est inquiétant, c'est que les 2 ou 3 dernières années, on se rend compte que le nombre de pays en insécurité alimentaire est en train d'augmenter, que les zones de conflit, notamment dans les Sahel et dans la Corne de l'Afrique, les zones de conflit sont en train de devenir aussi des zones d'insécurité alimentaire chronique et qui est en train d'augmenter le taux d'insécurité en Afrique d'une manière un peu inquiétante, après avoir enregistré quand même des tendances positives. Et les pays qui ont enregistré des améliorations sont en train de régresser. Ce sont des signaux inquiétants qu'il faut intégrer. Effectivement, l'Afrique a tout intérêt à reprendre la main sur son agriculture. Elle est aujourd'hui fait l'objet de beaucoup de convoitises de part, pas seulement des pays, mais aussi par des fonds d'investissement. L'importance de l'agriculture et de l'alimentation font du secteur agricole et des ressources agricoles, l'eau et la terre, les convoitises des grands fonds de capitaux qui sont en train de spéculer sur les terres, qui sont en train d'acheter. Et donc ce n'est plus les États qui sont des acteurs, il y a aussi les secteurs privés, le capital privé, le gros capital international qui est en train d'acheter des terres, d'acheter dans les pays africains. Et là, il faut être vigilant par rapport à ça. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Professeur Ali Daoudi, merci. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. À tout de suite. Alors, professeur Ali Daoudi, on a parlé bien sûr de cette crise alimentaire. On en a connu par le passé, mais celle-là, elle semble être la plus difficile dans le contexte actuel, avec bien sûr le phénomène des changements climatiques, avec bien sûr les phénomènes de guerre, la pandémie du Covid-19 qui ont encore aggravé la situation, puisqu'il y a eu l'arrêt de la production au niveau mondial. Aujourd'hui, l'Afrique semble être le continent le plus vulnérable. Comment nous prémunir contre les effets des changements climatiques pour assurer notre sécurité alimentaire? Il faut prendre cette considération au premier degré, parce qu'on semble parler des changements climatiques, mais sans mesurer aujourd'hui leur impact. Et on a vu ces derniers jours les inondations qui ont même porté préjudice à des populations. Alors effectivement, les changements climatiques, je pense que c'est l'un des éléments perturbateurs le plus structurel et le plus inquiétant et le plus difficile à cerner. On avait tendance à croire que les changements climatiques allaient venir dans plusieurs décennies, mais on y est en plein dedans.
Et surtout qu'on n'est pas préparé à ces changements climatiques. Et les changements climatiques, c'est pas que des sécheresses, c'est des phénomènes extrêmes qui sont imprévisibles. Et donc, ça rend encore plus incertain l'environnement dans lequel on produit de l'alimentation. Mais il y a la sécheresse au Bien, niveau du continent. Alors, il y a de la Et notre sécheresse. pays. Alors, il y a la sécheresse, mais c'est pas que la sécheresse. Il y a les récurrences des sécheresses. Il y a la sévérité des sécheresses. Il y a la perturbation des précipitations. On peut avoir sur le plan des précipitations le même bilan hydrique qui est positif en une année, mais c'est la répartition des précipitations qui est complètement chamboulée et qui perturbe les cycles de production. On peut avoir des phénomènes type pic de chaleur à répétition et qui perturbent et qui diminuent et affectent la production agricole. On peut avoir des vents violents qui peuvent perturber la production agricole. On peut avoir des inondations qui vont perturber la production agricole. Alors je rappelle juste aux auditeurs que la production agricole est un acte qui met en œuvre d'un processus biologique. Donc c'est des êtres vivants qui sont sensibles au climat. Les plantes et les animaux sont des êtres vivants qui sont sensibles au climat et que lorsqu'il y a une perturbation, ça perturbe le cycle biologique des productions. Et le moindre cycle biologique, moindre perturbation climatique qui touche à une phase clé d'un cycle biologique, elle peut remettre en cause la production d'une manière considérable. D'où l'impact considérable du changement climatique sur la production. Quelle est la solution? La solution, de mon point de vue aujourd'hui, n'existe pas encore. Il faut d'abord maîtriser le phénomène. Il faut qu'on mette énormément d'études, le paquet sur la maîtrise de ces changements, dans quel sens se font les changements, et commencer à produire des pratiques agricoles qui permettent au système de production d'être flexible. Ces changements rendent un peu caduques nos anciennes connaissances agronomiques, rendent caduques les savoir-faire des agriculteurs. Tous les savoir-faire des agriculteurs sur les dates de semis, sur comment s'adapter, comment irriguer, comment fertiliser, sont en train de devenir dépassés parce que le cycle climatique est en train de changer. Regardez, on a de belles précipitations à la fin de l'automne, alors que toutes les céréales sont plantées, et leur cycle se fait au début de l'automne. Ça rend complètement caduque. On a besoin de maîtriser ces changements et on a besoin d'augmenter la capacité de flexibilité des systèmes agricoles. Mais comment le faire? Il faut d'abord maîtriser ces changements et produire de la connaissance. Et ça demande du temps et ça demande beaucoup d'investissement dans la maîtrise de ces changements globaux. 1. 2, il faudrait qu'il y ait de la recherche agricole appliquée en concertation avec l'agriculture pour justement adapter et rendre flexible. Il ne suffit pas de produire des techniques, il faudrait que ces techniques augmentent la flexibilité des processus de production pour qu'ils s'adaptent rapidement aux conditions climatiques auxquelles il faut s'adapter presque au jour le jour. Et ça, c'est une nouvelle agronomie qu'il est question aujourd'hui de produire. Si les sciences agronomiques de base sont maîtrisées, aujourd'hui, les changements climatiques challenge tout ça pour remettre à niveau nos connaissances en termes de sciences agronomiques. Mais justement, cette nouvelle agronomie, qu'est-ce qu'elle doit comprendre exactement, professeur Ali Daoudi? Est-ce que aussi l'État doit s'impliquer impérativement dans le soutien à la production agricole et le soutien, bien sûr, aux agriculteurs? L'État doit intervenir de deux manières. D'abord, il doit intervenir à court terme pour assurer la durabilité de notre agriculture. Aujourd'hui, quand il y a une crise climatique comme celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, une sécheresse suivie d'une inondation, eh ben les agriculteurs sont déstabilisés et leurs moyens de production sont détruits. Il y a des agriculteurs que la sécheresse a anéantis. Ils ne pourront même pas récupérer leurs semences, ils ne pourront même pas reconduire un cycle l'année prochaine. Il y a des agriculteurs dont les inondations aujourd'hui ont détruit leur culture. Il nous faut donc que l'État soit aux côtés de nos agriculteurs parce qu'ils constituent notre armée alimentaire. C'est eux qui produisent l'alimentation. Et si on laisse se fragiliser nos agriculteurs, on n'aura pas de quoi produire. Donc ce sont notre armée alimentaire. Il faudrait être à côté par différents mécanismes, par de l'aide directe, par la recherche qui produit des solutions de demain, par les assurances qui protègent leurs revenus, par différents mécanismes. Et ces mécanismes doivent être pensés, ajustés, évalués, adaptés d'une manière permanente
à l'évolution du contexte. En clair, il faut financer l'agriculture. Ben oui, il faut financer l'agriculture. Bien sûr qu'il ne faut pas financer n'importe comment. Il faut financer d'une manière efficace pour que l'argent public donne les meilleurs résultats. C'est-à-dire qu'il faut évaluer tout dollar, tout dinar injecté dans le secteur agricole, il faut l'évaluer. Mais il ne faut pas hésiter à mettre de l'argent public dans l'agriculture. C'est un secteur stratégique. On était en train de parler tout à l'heure que l'agriculture constitue un attribut de puissance des nations et qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui la fragilisation de notre secteur agricole. Mais ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une histoire d'argent, c'est aussi une histoire d'organisation de la profession agricole. Il faut consolider l'organisation de la profession agricole. Il faut donner plus de pouvoir à la profession agricole. Il faut en faire un vrai partenaire qui identifie les enjeux, qui aide à prendre en charge ces enjeux, qui aide à produire des solutions. Les solutions dans un monde complexe ne peuvent pas être produites par un acteur, ni l'administration, ni la recherche, aussi ingénieux soit-il. C'est une œuvre collective, c'est une action collective. Il faut donc créer les conditions pour qu'il y ait cette coopération entre l'ensemble des acteurs. Et les professionnels doivent être au cœur de ce processus. Ils sont aux manettes, ils sont sur le champ tous les jours, ils sont plus sensibles à ce qui est en train de se passer et c'est eux qui peuvent piloter le processus d'adaptation, le processus de changement et le processus de consolidation de notre secteur agricole. Il faut être en contact permanent avec, bien sûr, les producteurs et les agriculteurs. Mais avec ces phénomènes climatiques extrêmes, faut-il à l'avenir aujourd'hui, même s'il y a eu de fortes précipitations ces derniers jours, se mettre à l'esprit que nous sommes un pays aride, il faut apprendre à produire avec, bien sûr, le manque d'eau actuel, c'est-à-dire aller vers des productions qui ne sont pas très consommatrices d'eau. Absolument. Il faut aller vers les productions qui ne consomment pas beaucoup d'eau, mais il faut aller aussi vers la mobilisation de toute goutte d'eau. On a tendance à ne voir que les gros chantiers. Il y a les petites choses, il y a les retenues collinaires, il y a les retenues collinaires, les dispositifs de collecte de l'eau, le water harvesting à l'échelle des exploitations. Toutes ces bonnes pratiques et anciennes pratiques sont aujourd'hui délaissées parce qu'elles donnent des effets marginaux. Mais même les petites choses, quand elles sont ramassées, elles donnent des grands effets. Donc n'hésitons pas, toute goutte d'eau est bonne à prendre. Et donc, il ne faut pas croire que les solutions sont uniquement dans les grands projets, et elles sont aussi dans les petites actions. Il faut les maîtriser, il faut les donner des subventions aux agriculteurs pour construire des retenues collinaires collectives, pour construire des bassins d'accumulation dans les petits oueds qui traversent tout le territoire. Donc, il y a vraiment, tout est bon à prendre pour s'adapter à l'ensemble des changements que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Si vous permettez, je reviendrai aussi sur les ressources génétiques. J'allais vous poser la question. Produire nos semences et protéger nos gènes, animales et végétales, c'est important aussi dans le contexte actuel. C'est ça la clé de notre réussite et de notre sécurité alimentaire à l'avenir. Professeur Ali Daoudi. Alors je pense que... Parce que nous importons toutes nos semences, quasiment toutes les semences. Absolument. Je pense que beaucoup de choses ont été dites, que la question maintenant de la maîtrise des semences, il y a une sensibilisation à toutes les échelles au niveau national et on est tous contents de ça. J'espère que ça va se concrétiser et que ça va se faire sur de bonnes bases. Par contre, moi, sur quoi je voudrais attirer l'attention, c'est sur le changement climatique et ressources naturelles. Il faudrait aujourd'hui qu'on mette en place une capacité à sélectionner parmi les ressources naturelles authentiques de notre pays, les ressources naturelles qui s'adaptent au changement climatique futur. Il ne faut pas qu'on pense 2020, 2030, il faut qu'on pense 2040, 2050, 2060. Même au-delà. Même au-delà. Et nous avons, vous l'avez très bien dit, un pays aride. Et dans ce pays aride, il y a des écosystèmes adaptés à l'aridité, à l'extrême aridité, qui aujourd'hui sont négligés parce que nous privilégions les variétés à haut rendement dans les conditions actuelles. Dans les conditions du changement climatique futur, ces espèces qui sont aujourd'hui négligées vont être notre survie, notre bouée de sauvetage. Il faudrait les identifier aujourd'hui, les sauvegarder, les préserver et commencer à travailler dessus pour les préparer pour qu'elles deviennent notre sécurité alimentaire de demain. La sécurité alimentaire de demain se construit aujourd'hui. C'est notre capacité à identifier dans notre potentiel génétique négligé, caché dans les fins fonds de l'Algérie. C'est ce potentiel génétique-là qu'il faut recenser aujourd'hui, qu'il faut étudier, qu'il faut soumettre. Il y a aujourd'hui des méthodes qui nous permettent d'évaluer la résistance et la tolérance aux conditions climatiques extrêmes de l'ensemble du potentiel génétique et on peut sélectionner. Vous savez, des études récentes montrent que beaucoup des ressources génétiques aujourd'hui utilisées dans l'agriculture, que ce soit des variétés de blé, des variétés de graines oléagineuses, ne seront pas viables
dans quelques décennies parce que leur cycle biologique sera perturbé par les changements climatiques. Elles deviendront des variétés non productives. Il faut des espèces même non productives. Et beaucoup de pays sont en train de travailler sur des espèces qui aujourd'hui échappent totalement au radar. Et c'est sur cela qu'il faudrait aussi qu'on mette le paquet. Nous avons une responsabilité générationnelle. La sécurité alimentaire, ce n'est pas que le temps présent. La sécurité alimentaire, c'est la pérennité de la nation. Et la pérennité de la nation se pense sur des centaines d'années. C'est une responsabilité générationnelle. Et le devoir de vérité nous oblige à dire ces choses-là. Pour certains, ça peut ressembler peut-être à des choses théoriques. Ce n'est pas de la théorie, c'est de prévoir les risques futurs. Si aujourd'hui nous sentons que certains pays sont coincés, c'est parce qu'ils n'ont pas anticipé justement ce que nous sommes en train de vivre. La complexité nous pousse à justement relever de temps en temps la tête et voir les enjeux futurs. Alors, professeur Ali Daoudi, vous avez été parmi les premiers à alerter sur l'insécurité alimentaire qui prévalait dans le monde par rapport à cette crise ukrainienne, la crise Covid. Il y a de cela pratiquement 2 ans. Aujourd'hui, vous parlez de mettre en place des stratégies sur le long terme. Sur le long terme, cette vision, comment doit-elle se décliner rapidement sur la question pour aborder celle des auditeurs, professeur Ali Daoudi? Alors, rapidement, sur le long terme, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut doter le pays de structures de production viable et performante. Qu'est-ce que ça veut dire structure de production? En associant l'université, impérativement. En associant l'université, mais en associant la profession aussi. Et donc c'est une œuvre collective, je le disais tout à l'heure. Ça veut dire quoi des systèmes des structures de production viables? C'est-à-dire que dans les zones de montagne, il faut avoir quel type d'exploitation peut être viable dans les zones de montagne. Et il faut mettre les conditions pour qu'il y ait de remembrement dans les zones de montagne, pour adopter des systèmes de culture adaptés aux zones de montagne. Dans les zones de plaine aussi, aujourd'hui, nous avons des exploitations complètement morcelées et qui font des grandes cultures. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut encourager l'émergence d'exploitations de taille moyenne par des politiques volontaristes, des politiques foncières volontaristes de remembrement des terres, de financement de ce remembrement, de création d'instruments juridiques pour ce remembrement, et aussi par le financement de la recherche pour accompagner cette mise à jour de ces exploitations agricoles. Et quand je dis financement de la recherche, c'est pas que financer les programmes de recherche, c'est aussi restructurer notre appareil de recherche. Regardez, il y a des pays qui ont réussi à relever le défi agricole. Aucun des pays qui a relevé le défi agricole ne l'a fait sans un appareil de recherche agronomique performant. Et donc, c'est pas juste des projets de recherche, c'est un appareil, c'est une organisation de la recherche qui mobilise des moyens, qui accumule des connaissances, qui diffuse les connaissances dans le secteur agricole. Et donc, c'est pas juste de l'argent, c'est surtout les organisations qu'il faut mettre en place. Il est impératif de penser à un changement institutionnel dans le secteur agricole, un changement institutionnel qui permettra au secteur de gagner en efficacité à tous les niveaux, au niveau de la recherche, au niveau de la profession, au niveau des exploitations agricoles. Je disais aussi quels sont les éléments importants, c'est la profession agricole, c'est la formation des agriculteurs, c'est l'organisation des agriculteurs. Tout ça, ce sont des choses de l'avenir sur lesquelles il faut investir. C'est aussi l'intégration agriculture, industrie agroalimentaire. Aujourd'hui, notre industrie agroalimentaire, si forte soit-elle, elle est un peu désarticulée par rapport au secteur agricole. Elle est orientée vers le marché mondial. Et donc aujourd'hui, travailler sur l'intégration agriculture, industrie agroalimentaire fait partie des choses de demain sur lesquelles il faudrait qu'on investisse. Et en dernier élément, la sécurité alimentaire, c'est aussi les consommateurs, c'est les modèles de consommation. Il faut travailler sur le temps long aussi, sur l'évolution, dans un sens souhaité, des modèles de consommation alimentaire. Comment le faire? C'est par la production de connaissances probantes sur l'effet de l'alimentation sur la santé. C'est par une politique d'incitation cohérente sur les modèles de consommation. C'est par l'effet de la communication et de la vulgarisation. Tout ça font partie des politiques de futur qu'il faut mettre en place aujourd'hui. Alors pour une sécurité alimentaire durable, est-ce qu'il faudrait aussi mettre en place ou élaborer des plans d'action agricole avec l'ensemble des parties prenantes et agir pour une agriculture durable? On parle de sécurité alimentaire durable et agriculture durable. Professeur Ali Daoudi. Absolument. C'est la question de l'auditeur. Je retiens de ce que vous avez dit, c'est faire des politiques ensemble. Effectivement, les politiques ne peuvent pas être faites au niveau de l'administration. Les politiques agricoles, ça concerne
les acteurs, parce que la production agricole, c'est les producteurs agricoles, il faut les faire avec eux. C'est eux qui connaissent les difficultés, c'est eux qui connaissent les entraves, et qui mieux que la profession pour identifier justement les priorités. Bien sûr, les experts sont là, l'administration avec toute sa capacité d'encadrement est là, et il faudrait donc créer des espaces de concertation pour produire des politiques agricoles concertées. 1. 2, il ne faudrait pas que les politiques agricoles soient changées d'une année à une autre. Les politiques agricoles doivent avoir un temps de mise en œuvre, c'est-à-dire minimum un plan quinquennal. 5 années pour une politique agricole qui est construite par les acteurs. On la met en œuvre pendant 5 ans et on met en place un dispositif pour son évaluation et on passe à une deuxième étape. On évalue ce qui a été fait, on corrige et on avance sur une deuxième étape, mais sur la base des acquis, sur la base de notre expérience, de ce qui a été fait, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas. Donc il faut qu'on mette en place des mécanisme de pérennisation d'un processus de conception des politiques publiques. Ça ne peut pas être fait d'une manière improvisée et ça ne peut pas être changé chaque 2 ans, chaque 3 ans. Il faut qu'il y ait une stabilité pour que les acteurs sachent sur quelle orientation aller. Il faut que le message soit clair et qu'il y ait de la visibilité pour l'ensemble des acteurs du système alimentaire. Alors, il faut aussi parallèlement protéger les terres agricoles à fort rendement agricole, professeur Ali Daoudi, puisqu'on parle aujourd'hui de cette insécurité qui menace essentiellement les pays comme les nôtres, les pays de l'Afrique. C'est ça le plus important, puisqu'elles seront aggravées aussi par cette inflation. C'est-à-dire, même si on a les moyens, on ne peut pas accéder à certains produits au niveau des marchés internationaux. Absolument. Les terres agricoles fertiles et de bonne qualité, il faut les préserver. C'est comme les bijoux de famille, il faut les sauvegarder, il faut les préserver et les valoriser. Bien entendu, ce n'est pas pour en faire un musée. Il faut les valoriser d'une manière optimale et donc il faut être attentif sur les systèmes de production qui sont installés sur ces terres. D'abord, il faut les protéger de tout détournement d'usage, donc que ce soit pour des usages autres que l'agriculture, mais même quand ils sont au sein du secteur agricole, il faudrait veiller à ce qu'ils soient utilisés de la manière la plus optimale. Et ces terres, nous avons l'avantage qu'en grande partie, ils soient la propriété de l'État. Et donc l'État a tous les leviers pour inciter à leur utilisation optimale. Il faut donc qu'il y ait une politique d'évaluation des exploitations agricoles qui sont sur les terres, les meilleures terres, pour les inciter et mettre en place les mécanismes d'incitation qui les aident à améliorer leur performance. Tout à l'heure, vous disiez que l'amélioration de la productivité n'était pas le seul élément, mais c'est un élément central. Toute la croissance agricole qui a été réalisée, en grande partie, 2/3 selon les experts de la croissance agricole réalisée les 10 dernières années ou les 20 dernières années dans le monde, est une croissance agricole essentiellement due à l'amélioration de la productivité des facteurs, essentiellement la productivité de la terre. Et donc, il faut qu'on mette les moyens pour améliorer la productivité de la terre. Les engrais, autre enjeu, professeur Ali Daoudi. Absolument. Là aussi, c'est une question essentielle. Alors, vous me donnez l'occasion de dire un mot sur les engrais. Bien sûr qu'il faut augmenter notre capacité de production d'engrais, il faut investir, mais il faut investir aussi dans les engrais de demain, les engrais verts. Qui protègent l'environnement. Qui protègent l'environnement. Et nous avons des ressources pour produire, pour diversifier notre production en engrais verts. Le secteur agricole aujourd'hui consomme très peu d'engrais. C'est quelque part un élément positif parce que nous avons peu pollué nos sols et nos nappes, mais il faudrait quand même intensifier. L'intensification ne peut pas se faire sans usage de fertilisants, mais pas n'importe quel fertilisant. Il faut rationaliser, il faut penser. Donc maintenant, il y a tout un champ d'investissement qui est celui de la chimie verte, dans lequel on peut engager des startups, on peut engager des entreprises. Donc, ce n'est pas que produire des engrais, mais c'est aussi toute une dynamique de croissance agricole qui peut se faire, croissance économique, pardon, peut se faire autour de l'agriculture à travers justement les différents segments qui sont la chimie, qui sont l'équipement agricole, qui sont le service agricole, qui sont le high-tech agricole. Tous ces éléments-là sont des facteurs de croissance agricole sur lesquels il faut miser et pour lesquels il faut créer les conditions d'émergence et de développement. Mais bien sûr, on parle de l'agriculture, comme on pourrait parler aussi de l'élevage, professeur Ali Daoudi, puisque dans, bien sûr, cette insécurité alimentaire, il y a le grand chapitre relatif, bien sûr, aux viandes. Ah, mais moi, quand je parle d'agriculture, je parle de manière générale. Non, c'est par rapport à cette agriculture aujourd'hui et l'entretien de notre, bien sûr, cheptel. La steppe, c'est un élément important. J'allais venir, nous avons une ressource formidable qui est la steppe. C'est la steppe, il faut la protéger. On a quelque chose comme 20 millions d'hectares de parcours typiques et quelque chose comme 10 millions d'hectares de parcours pressariens qui sont aujourd'hui très dégradés parce qu'ils sont en perte de modèle, surexploités. Et là, nous devons aussi, c'est un champ
sur lequel il faut beaucoup travailler pour laisser émerger des modèles durables, des modèles d'élevage durables. Et donc, si nous arrivons à améliorer les conditions d'élevage dans la steppe, nous pouvons améliorer la performance tout en sauvegardant. Mais là, ça nécessite aussi le retour sur une question fondamentale, c'est la question: quel droit sur les parcours? Les terres de parcours nécessitent aussi l'attention des décideurs. Aujourd'hui, on a l'impression que on oublie un peu ces terres de parcours et qui ne sont pas un peu sous les radars. Quel modèle d'exploitation des terres de parcours? Est-ce la concession sur les terres de parcours? Il faut qu'on définisse les droits, il faut sécuriser les droits, il faut les définir, mais dans le sens de l'optimisation de l'utilisation, tout en gardant à l'esprit que l'État doit garder un levier de contrôle sur les ressources rares. La terre, l'eau, c'est un bien commun de la nation. Il faudrait trouver les mécanismes pour leur utilisation optimale au service des générations présentes et futures. Le modèle de concession, il faudrait le maintenir, le réajuster ou l'abandonner? Il faudrait, de mon point de vue, l'encadrer davantage avec des dispositifs beaucoup plus rigoureux et l'améliorer. Mais je pense que c'est un système qui permet à l'État de garder le contrôle sur le patrimoine foncier, et c'est un avantage que l'Algérie a, que beaucoup de pays n'ont pas, et donc il faut que l'État algérien garde cet avantage et qui améliore sa capacité de gouvernance de son portefeuille et de ses réserves foncières. C'est un atout de l'Algérie, il ne faut pas le perdre. Alors il faut aussi parallèlement, professeur Ali Daoudi, il faut le dire et dire les choses comme elles sont, introduire bien sûr la technologie pour aller vers bien sûr cette facilitation de travail, mais former aussi une relève générationnelle qui va nous nourrir demain, parce que là aussi nous avons des difficultés. Beaucoup refusent de travailler la terre par rapport à la pénibilité, même si elle peut être surmontée avec la technologie. Absolument. Moi, quand vous dites qu'il y a beaucoup qui refusent, moi je vois qu'il y a un engouement quand même. Je viens de rentrer d'une mission sur le terrain. Il y a des jeunes qui investissent dans l'agriculture parce qu'il y a de l'argent à gagner dans l'agriculture. L'agriculture, ce n'est pas nécessairement un secteur que des difficultés. Il y a aussi beaucoup d'argent qu'on peut faire dans l'agriculture. Par contre, effectivement, il faut former. Il y a un maillon manquant dans le système de formation aujourd'hui, c'est le maillon de formation des agriculteurs, les maillons de formation des métiers autour de l'agriculture. Donc ça, c'est typiquement une problématique sur laquelle la profession agricole peut apporter des billes, peut apporter des éléments importants et pour justement créer les conditions d'amélioration de conditions de travail dans le secteur agricole. Alors, certains disent que parmi les principales menaces à la sécurité alimentaire, c'est la pauvreté. Aujourd'hui, nous avons quand même un matelas financier qui nous permet de survivre. Il faut financer cette agriculture qui nous permettra d'atteindre bien sûr notre souveraineté agricole. C'est ce à quoi vous avez fait allusion au début de cette émission, professeur Ali Daoudi. On ne peut être souverain sans, bien sûr, sécurité alimentaire. Sans un secteur agricole fort, résilient et puissant. Et ça ne peut s'obtenir qu'avec l'appui lourd et sur le temps long de l'État. L'État doit engager l'argent public dans le secteur agricole. Mais quand je dis ça, il faut que cet argent public soit utilisé de la manière la plus optimale possible. Les ressources financières sont rares. Et ces ressources financières rares doivent être engagées là où il le faut. Et le secteur agricole est un secteur prioritaire. Mais chaque dinar engagé doit gagner à la nation beaucoup de dinars. Et c'est cette équation qu'il faut réfléchir et mettre en place. Alors, professeur Ali Daoudi, avant de clore, bien sûr, je vous lis ce commentaire de l'auditeur qui vous dit « Très bonne analyse de votre interlocuteur sur le rôle de l'agriculture en Algérie ». Vous pouvez retrouver ce commentaire sur la page Facebook de l'invité de la rédaction. Professeur Ali Daoudi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. À demain. Au revoir.